Assez dur et pénible. Pour une boîte qui a 200 ans puis qui fait du chiffre, bon, pour moi, c'est pas une boîte qui est en faillite. Ça fait mal, voilà. Ouais, ça fait mal. J'ai même pas les mots, je vous dis franchement, je trouve pas de mots. Dans un communiqué publié en fin de journée, BAT explique vouloir transférer la production vers d'autres sites plus importants en Europe, alors que le site de Boncourt dégage pourtant d'importants bénéfices. Élaborée par une commission interne composée de 36 personnes en collaboration avec les syndicats. Reste aujourd'hui, il est plutôt favorable. Ce qui a été fait ici, c'est un travail d'arrache-pied, mot à mot, pour pouvoir améliorer ce que le groupe pensait donner à ses collaborateurs, et nous avons amélioré de manière conséquente la situation de base qu'avaient les salariés au mois de novembre, le 25 novembre, lorsque BAT leur proposait un plan, et celui que nous avons négocié aujourd'hui. Pour le canton du Jura, c'est une tuile puisque BAT est le plus gros contribuable en termes d'impôts. La déception est grande, mais le personnel qualifié de BAT devrait retrouver de l'emploi selon le canton. On sait que ce type de personnel qui finalement assure la production aujourd'hui chez BAT, ils ont des profils professionnels très proches ou très similaires à ce que recherchent d'autres entreprises. BAT qui va fermer ses portes à Boncourt, c'est une page d'histoire qui se tourne. Rappelons que c'était la famille Burrus qui avait créé l'entreprise il y a plus de 2 siècles. C'était exactement en 1814. Le procès de la... Sa confirmation par un tribunal a donc une valeur exemplaire, une première que le procureur Éric Cottier a rappelée aussi dans son ultime plaidoirie. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire tout ce qui ne porte pas atteinte aux autres, a-t-il insisté. Rappelons que cette loi a été souhaitée par le peuple et qu'il est important de l'appliquer. Il a réclamé 3 mois de prison ferme. Le verdict sera rendu vendredi en fin de journée. La Russie a à nouveau lancé ses drones iraniens pour bombarder les infrastructures ukrainiennes, en particulier les centrales électriques. L'aide occidentale est devenue cruciale pour l'Ukraine. On va le voir sur l'aide apportée à l'Ukraine. Dites-nous d'abord quels sont les principaux contributeurs. Eh bien, au début de la guerre, les Américains se sont montrés les plus généreux. Mais récemment, les Européens les ont dépassés. L'Union européenne et les États européens promettent maintenant l'équivalent de plus de 52 milliards de francs en aide militaire, financière et humanitaire, contre 48 milliards côté américain. En Europe, l'Allemagne est le donateur le plus important en termes absolus, avec 12 milliards et demi de francs. Mais lorsqu'on compare les sommes promises au produit intérieur brut, ce sont l'Estonie et la Lettonie qui dépensent le plus, soit environ 1% de leur produit intérieur brut, 10 fois plus que l'Allemagne. En comparaison, la Suisse a promis environ 200 millions de francs, soit 0,03% de son PIB. Alors, quelle est la forme que prend cette aide exactement, Laurent ? Eh bien, chez les Américains, environ la moitié consiste en de l'aide militaire. De l'autre côté de l'Atlantique, des pays comme le Royaume-Uni ou la Pologne envoient aussi, avant tout, des armes et des munitions. Mais l'Union européenne, en tant qu'institution, fournit principalement de l'aide financière pour éviter à l'Ukraine la banqueroute. Et de plus en plus, la priorité devient l'aide humanitaire. C'est le genre d'assistance que fournit la Suisse. Par exemple, des médicaments, de la nourriture, des couvertures, des génératrices pour soutenir la population ukrainienne face à Moscou qui bombarde les infrastructures énergétiques civiles en plein hiver. Un crime de guerre selon les Occidentaux. Merci beaucoup, Laurent.